Pour le débrief sur le plateau d'Equinox ce soir, deuxième partie, nos invités, Georges Sémé, journaliste, Amar Rodolphe Diallo, journaliste, et bien sûr Raphaël Ndougou du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, Faustine Zodjou du MRC. Raphaël Ndougou, c'est vous qui avez la parole avant le début du journal. Vous étiez en train de développer sur quelques aspects du bilan du RDPC depuis sa création à Bamenda en 1985. Nous essayons juste de prendre quelques clichés. D'ailleurs, je voudrais noter qu'au moment où l'UNC devient le RDPC, vous vous souvenez, j'ai rappelé le contexte dans lequel il avait été créé, notamment la tentative de coup d'État, et cela avait occasionné beaucoup de problèmes au Cameroun, notamment sur les anciens cadres de l'UNC qui étaient obligés de quitter le pays. Je voulais passer les noms que vous connaissez. Et il fallait donc justement que, au moment de la création du RDPC, le temps de remettre les gens au travail, le temps pour le président Biya de ramener la paix. C'est-à-dire que vous connaissez certains qui étaient morts en prison. Il fallait donc trouver toutes ces solutions à ces problèmes. Maintenant, la question, puisqu'il n'y a pas assez de temps, la question c'est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'au-delà, au regard des multiples adresses du président national du RDPC à ses militants, est-ce qu'il avait été bien compris? Est-ce que les militants ont fait ce que le président national avait demandé? C'est là toute la question. Et aujourd'hui, c'est souvent, d'ailleurs, au cours de l'émission, au cours de la première partie, les uns et les autres parlaient des prisonniers qui sont en prison, beaucoup plus ceux qui sont soupçonnés pour certains des détournements des fonds publics, ainsi de suite. Je crois qu'à ce niveau-là, il va falloir quand même répondre par non. Non, parce que si on vient dire ici que tout a été bien fait, ça veut dire qu'on n'aime même pas le parti dans lequel on milite. Pour la simple raison que le président a pris la peine d'expliquer, de dire aux gens, faites attention. La concurrence n'était pas seulement sur l'avènement du multipartisme, la concurrence aussi était dans la gestion, quand il a parlé de rigueur autrefois. Donc, est-ce que les gens ont compris que la rigueur, c'est la rigueur dans la gestion de la chose publique? Aujourd'hui, donc, on se rend bien compte que le président était obligé de passer à la vitesse supérieure. Et il y a un autre cliché là qui, justement, quand il parle du parti qui n'est pas le parti d'état-major, beaucoup de cadres qui justement militent dans ce parti-là vous connaissez les frustrations qu'il y a souvent quand il y a par exemple le renouvellement des organes de base, quand il y a les investitures et autres. Je pense donc qu'aujourd'hui, au regard par exemple du sommier politique qui est en train d'être qui a été annoncé, qui est même sur le terrain en ce moment, il est donc question premièrement de savoir combien nous sommes, pour éviter à nos amis d'en face de toujours penser qu'il y a fraude. Combien nous sommes au sein des 377 sous-sections qui existent de par dans 360 au Cameroun et 17 autres dans de par le monde. Qu'on sache combien nous sommes et puis maintenant, quel est véritablement c'est-à-dire que la force, merci beaucoup, la force du parti quand il y a une élection. Sa force réelle. Et oui, la force réelle. Et maintenant, pour ce qui concerne même ces différentes sous-sections et sections qui existent, quel est le rôle? Je pense qu'au regard de ça, lorsqu'on va donc renouveler les organes, on laissera peut-être la base en ce moment-là donc de choisir les leurs pour les élections à venir, de telle manière que quand les gens vont à l'élection, soit législative, soit municipale, que ce soit véritablement ce que la base aura choisi. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais dire que moi, je m'interdis de parler en même temps de la gestion des choses, de la chose publique, et en même temps de la gestion du parti. Parce qu'au quotidien, nous parlons des choses qui se passent dans notre pays, mais lorsqu'il va falloir parler du parti, je crois que le président a vu juste, quand on va renouveler les organes de base, il va falloir que ce soit véritablement fait en âme et conscience de tout militant. Parce qu'on a connu beaucoup de frustrations, et en ce moment-là, nous pensons qu'il faut qu'on laisse quand même les gens s'exprimer, puisque c'est un parti démocratique. Il faut que les gens s'expriment, et quand les gens s'expriment, bien évidemment, il y a les canaux, c'est-à-dire les conférences de sous-sections, les sections. Et puis maintenant, lorsqu'il y a renouvellement, j'insiste là-dessus, il va falloir qu'on laisse les militants de base choisir leur candidat ou alors choisir leur dirigeant au sein du parti. Oui, puisque le parti n'est pas un parti d'état-major. Justement. Alors, Amar Rodolphe Diallo, pour sortir définitivement de cette question-là, ce RDPCA, tel qu'il le décrit, tel qu'il se présente aujourd'hui, avec le bilan qui est le sien,
depuis sa création en 1986. Vous croyez que les Camerounais devraient continuer avec ce RDPC-là ou bien ils devraient penser à autre chose? Quand vous suivez l'affaire Ndougo, il dit qu'ils sont en train de chercher combien ils sont. Entre 6 ans, on ne connaît pas qui est militant. Mais ça joue au quotidien. Il y a des millions de militants qui ont au quotidien. C'est le renouvellement du sommier. Moi, je ris parce que c'est problématique parce que si vous allez par exemple sur le centre de Brudé ou d'Amen Voba, on vous dit qu'on est militant, on est sympathisant. Le militant, généralement, c'est celui qui a la carte. Et la carte d'un parti politique s'achète. C'est-à-dire que sur la base, avant d'aller voir combien nous sommes, vous devez d'abord, combien de gens ont acheté la carte. La carte. Il y en a qui sont achetés, ils sont morts. Donc il faut de toutes les façons. Même ça, on ne nous dit même pas d'abord combien, on ne nous dit pas combien d'abord vous êtes. Ça montre que... On vous dira bientôt, non? Mais il faut qu'on nous dise que... On était comme ça, là. Et puis maintenant, on veut chercher pour voir s'il y a... On va vous dire, rassurez-vous. Vous connaissez les Camerounais. Vous connaissez par exemple les militants, vous connaissez par exemple les citoyens. Parce que c'est assez problématique, parce qu'il nous dit là justement qu'on ne milite pas au RDPC par idéologie, par conviction. Beaucoup de gens y vont justement parce que on allait voir un gars qui a fait il a fait sciences économiques, il a fait beaucoup de concours d'État, il n'a pas eu. Il pense que c'est la seule alternative d'aller entrer dans le parti. Et finalement, il peut avoir une chance que son nom puisse passer au prochain concours. Donc, il n'y va pas parce qu'il ne va pas forcément dans le parti, justement parce qu'il aime le parti. Et c'est ça qui est tout le drame, justement, que quand il parle de l'héritage, est-ce que les gens vont forcément aimer le Rassemblement démocratique camerounais? Moi, je pense que le parti ne sera pas pérenne après le départ de l'actuel président national du Rassemblement démocratique camerounais. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui sont par affairisme. Vous voyez que les hommes d'affaires parfois sont obligés de faire ami aussi, parfois même d'être dans le Rassemblement démocratique camerounais. Vous allez voir que même la majorité de ceux qui sont maires, des sénateurs, des députés, des conseillers municipaux ne sont pas la volonté de la base du Rassemblement démocratique camerounais. Il y a trop de frustration. Vous allez voir qu'un gars qui est populaire, qui a travaillé au quartier, ainsi de suite, après, il restera, on vous dit que le représentant, l'envoyé spécial du comité central est venu de Yaoundé avec une liste. Celui-là n'est pas au courant des réalités locales. Et du coup, c'est un problème. Et ça montre donc que si le président n'est plus là, national, pour impulser, la base va faire comme ce qui s'est passé en 2013 à Yabassi lors des municipales législatives, où la base a choisi Jacques Maboula Boya. Et on est venu de Yaoundé avec un autre nom. Jacques Maboula a donc migré vers l'UPS. Et puis il a pris la mairie de Yabassi. Avec les mêmes militants. Avec les mêmes militants. Donc c'est symptomatique de ce qui va se passer. Donc il ne faut même pas regarder pour voir si les Camerounais vont jamais. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais, si le président actuel, qui est en même temps le président de la République, lui-même, s'il veut laisser un parti, qui peut survivre, qui peut pérenniser même son nom, parce qu'on dit qu'il est le créateur, lui-même, actuellement, avec le congrès qui s'annonce, il faut qu'il fasse ce qu'il a appelé la transition générationnelle. Est-ce qu'on a même annoncé le congrès? On a pas eu non, parce qu'il disait que le sommier, après le sommier, on va faire les élections au niveau de la base. Après la base, on va convoquer le grand congrès. Vous savez que c'est depuis 2011 qu'on a plus jamais convoqué le congrès. Alors, Georges Sémé, il y a... est-ce que vous avez le sentiment que le RDPC tel qu'il se présente là est un parti qui mérite toujours la confiance des Camerounais? Est-ce que son avenir est hypothéqué? Alors, là, vous parlez, sans le dire, de la question de l'alternance. L'alternance d'abord au sein du RDPC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le président Biya qui est à la tête de ce parti depuis 1982. Et quelqu'un tout à l'heure a parlé de transition générationnelle au sein du RDPC. Et c'est une question aujourd'hui fondamentale dans ce parti. Oui, et c'est le président de la République lui-même qui l'a évoqué dans son discours du 10 février dernier. Effectivement, il a parlé de transition générationnelle. Bien avant, il a parlé d'un dosage, d'un savant dosage entre les jeunes, mais également un dosage de genre. Donc ça pose concrètement le problème de l'alternance même au sein du parti. Maintenant, vous me demandez s'il faut que le Cameroun continue avec le RDPC. Bon, je crois que les règles de dévolution du pouvoir ou alors de conquête de pouvoir sont clairement définies dans notre constitution. Il faut passer au vote. Il faut passer au vote et toute personne qui veut acquérir le pouvoir devra battre le RDPC. Mais je pense qu'en l'état actuel du RDPC qui est en train de renouveler
son sommier en prélude à un éventuel congrès. En l'état actuel de ce parti, je le considère comme le parti le plus puissant du Cameroun. Il est le mieux structuré parce qu'il est présent dans 360 circonscriptions communales, mais c'est également un parti financièrement puissant parce que on cotise abondamment, mais on utilise également les ressources de l'État pour faire fonctionner le parti, mais il a également une ressource humaine importante. Donc, mais il semble que l'argent du parti n'est pas dans les caisses du parti, c'est dans les tiroirs, les poches ou bien dans les tiroirs de certains ministères ou alors dans les cambuses de certains dirigeants de notre pays. Donc, c'est un parti qui peut se renouveler, mais il appartient cette fois-ci sur la question de l'alternance au pouvoir au Cameroun, aux électeurs de se prononcer sur l'avenir du RDPC ou alors sur l'alternative qu'on peut avoir sur dans notre parti qui viendrait remplacer le RDPC. Donc je pense que on attendra les résultats que donnera le renouvellement du sommier et on attendra 2025 pour la prochaine élection présidentielle d'où sortira certainement un homme nouveau. Si éventuellement le président actuel ne se représente pas. Oui, s'il n'y a pas d'élection anticipée non plus. Alors, Footing Zodjou, les Camerounais devraient continuer à faire confiance au RDPC. J'imagine que la réponse est non. Alors, puisqu'ils ne l'ont jamais fait, d'ailleurs, les élections, on est allé de scandale en scandale et en 92, où pour la première fois, le RDPC fait une élection démocratique. Et même ils sont tous conscients que les résultats du SDF avaient été volés. Et pour les élections de 2018, nous attendons toujours les 32 PV. D'abord, avant de dire que les 32 PV même ne peuvent pas suffire pour déclarer vainqueur un candidat. En réalité aujourd'hui, l'avantage que le peuple camerounais a est que le RDPC est en train de tendre vers sa fin, puisque le candidat naturel lui-même, il est déjà assez fatigué. Et si demain, il n'est plus là, je suis sûr qu'il disparaîtra avec le RDPC, parce que la manière dont le parti est géré, même s'il transfère la présence du parti à un autre individu avec la guerre des clans qui aujourd'hui à l'intérieur du parti, on ne s'en sortira pas. Donc là, ça conforte le peuple, parce que le peuple considère le RDPC comme l'origine de tous ces malheurs. Et avec l'avènement des nouvelles chapelles politiques telles que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont je représente ici, nous avons au moins un espoir que demain le Cameroun peut aussi connaître l'autoroute reliant les deux capitales. Le Cameroun peut peut-être alimenter énergiquement au moins 50% des ménages. Le Cameroun peut au moins subventionner 25% des frais de santé, parce qu'on ne gouverne pas juste parce qu'on est un parti politique. On ne crée non plus un parti politique parce qu'on veut exercer une certaine virilité sur le peuple. On ne crée pas parce qu'on veut être secrétaire général, député, maire, sénateur. Non, c'est pas pour ça qu'on crée un parti politique. On crée un parti politique parce qu'on a un souci du développement, et pour ce qui est du souci du développement, on peut à juste titre dire, au regard de ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui, que le RDPC n'avait pas été préparé pour développer le Cameroun. Le représentant du RDPC ne dira pas le contraire. D'ailleurs, aujourd'hui, ces jours-ci, nous subissons tous les conséquences des coupures d'électricité. Ça ne touche pas que les militants de l'opposition, ça ne touche pas que ceux qui sont en prison, ça touche tout le monde. Et puis, nous ne pouvons pas aller à Yaoundé, en 4 heures de temps. Pourtant, c'est moins de 250 km, ce qui devrait prendre maximum 2 heures si nous avions des routes. Et là, les conséquences, ça ne touche pas que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, le peuple n'a jamais fait confiance au RDPC, parce qu'on ne peut pas faire confiance de manière libre à son oppresseur. Ils utilisent des moyens de manipulation, d'exploitation, de clochardisation pour amener le peuple à croire qu'il a choisi. Mais dans le fond, même les militants de base savent que les sénateurs qui sont au Sénat, les députés qui sont au Parlement ne sont pas le choix. Mais comment faire lorsque la pauvreté est aujourd'hui utilisée comme moyen politique? On affame le peuple et on l'utilise comme bétail électoral. Raphaël Nougou, on va regarder rapidement ce sujet qu'on a écouté dans le journal de Julien Berthe Bissaï. C'est la cérémonie de prestation de serment du président Faustin Archange Touadéra. Les élections ont eu lieu, c'était en décembre dernier. Il vient donc de prêter serment comme président de la République de RCA. C'est son deuxième
mandat à la tête de ce pays voisin? Il faut dire que le professeur Faustin Archange Touadéra est à son deuxième année, comme vous l'avez dit, et qu'il a la chance jusqu'ici de n'avoir pas déjà été renversé comme ce fut le cas avec François Bozizé et Ange-Félix Patassé de regretter mémoire. Et parce que c'est un pays qui a une forte tradition d'instabilité politique. Justement, dès même les débuts des années de l'indépendance de ce pays. Alors, il a eu cette chance et je pense qu'à un moment donné, même Dieu lui-même est souvent derrière certaines personnalités. Je crois que M. Fauting ne va pas le nier. C'est également que le président Biya, au moins, pour notre pays, nous connaissons cette stabilité-là. Il n'y a pas de coup d'État, tous azimuts que nous voyons ailleurs. Donc nous pouvons dire bon vent au professeur Archange Touadéra pour qu'il continue à diriger ce pays malgré les regards de certains pays qui veulent aller exploiter ce pays-là, le sous-sol de ce pays, et qui veulent absolument créer le chaos. Parce qu'on sait, si aujourd'hui ce monsieur n'avait peut-être pas pris les Russes pour être à sa garde, peut-être qu'on n'en serait pas là où nous sommes. Vous vous souvenez, avec tous les bruits, avec tout ce qui est comme menace. Et justement, une menace centrafricaine est un début de risque pour le Cameroun également. Parce que quand la Centrafrique est menacée, le Cameroun doit pouvoir prendre les dispositions pour éviter justement le chaos. Donc je pense que nous lui souhaitons bon vent et que justement Dieu continue à le bénir pour que la paix revienne définitivement en Centrafrique. Cette paix est si chère au président Archange Touadéra, puisqu'on a écouté dans son discours d'investiture, Amar Rodolphe Diallo, il souhaite de tous ses voeux que cette paix-là revienne. Il a mis en garde les bandes armées qui pullulent dans le pays et comme l'indique Raphaël Dougou, comme Camerounais, nous ne pouvons que souhaiter que la paix revienne dans ce pays parce que étant des pays voisins, plus il y a la paix, mieux ça vaut pour nous aussi. Oui, et le Cameroun vend aussi énormément en Centrafrique, oui, notamment en termes de vivres, et ainsi de suite. Il faut quand même saluer Faustin Archange Touadéra, même si son premier mandat il n'a que gouverné Bangui, et que maintenant il tente un peu de prendre la quasi-totalité des provinces, notamment avec la symbiose des Russes, mais également des Rwandais. Il faut quand même voir que il est arrivé quasiment dans un pays où il y a eu des coups d'État successifs. Bozizé a renversé, Bozizé était avant un porteur de sac de Patassé. Il a fui, après il est venu à renverser Patassé. Bozizé lui-même a été renversé par Duto Dia. Après Duto Dia, il y a eu la transition avec Kateri Samba Panza. La transition a fait en sorte que Faustin Archange Touadéra soit élu démocratiquement et puis qu'il soit reconduit. Pendant son premier mandat, il n'a pas pu, en tout cas, mettre sur pied quand même une armée centrafricaine, ils appellent ça les FACA, une armée centrafricaine qui pouvait reconquérir le territoire, parce qu'il faut voir que pendant les 5 ans, il gérait bien Bangui, d'ailleurs que l'archevêque de Bangui avait quand même, il maîtrisait que Bangui, les autres régions étaient encore, et les autres provinces étaient encore entre les mains des rebelles. Maintenant, il y a qu'il a noué des partenariats, notamment avec des Russes, avec des Rwandais. Il faille que ceux-là, même si c'est encore des prédateurs, et on dit souvent que quand on se noie, on peut s'accrocher sur le serpent. Je crois que c'est le bon serpent. Il peut s'accrocher sur les Russes pour reconquérir le territoire et enfin construire la Centrafrique. Voilà, parce que Bozizé, lui, ne sait que faire la guerre. Et comme j'ai dit tout à l'heure que c'était un porteur de ça, vous allez voir un gars, on ne sait pas combien il a fait pour se retrouver à Bangui en 2020. Il a été déclaré persona non grata pour la présidentielle de décembre et il est encore allé à la tête de ce qu'ils ont appelé le fameux CPP. Donc, je pense aussi qu'il faut plaindre le peuple centrafricain parce qu'on a l'impression qu'ils ne grandissent pas, qu'ils sont plus dans la mouvance. Oui, mais ils ont pris dans les taux des bandes armées. Non, même s'ils sont pris dans les taux des bandes armées et qu'il y a ce que la fameuse, ou bien c'est la MINUSCA, la mission de maintien de la paix en Centrafrique, qui est une combinaison des forces camerounaises, tchadiennes, gabonaises, ainsi de suite. Parfois, moi, je me demande est-ce qu'on était obligé de passer par l'ONU? Parce qu'on vous dit parfois que le mandat de l'ONU est restreint et que si les chefs d'État de la sous-région voulaient normalement qu'il y ait de la paix en Centrafrique, ils pouvaient travailler en sourdine. C'est-à-dire qu'ils pouvaient envoyer des militaires congolais, équato-guinéens. Une sorte de force mixte multinationale. Mixte, même quelque chose qui n'est pas officiel. Soutenir l'armée centrafricaine. Pour tuer les rebelles.
pour faire en sorte que, et effectivement, ça se fait. Si on veut vraiment le maintien de la paix véritablement dans la sous-région, mais vous allez voir que, comme la quasi-totalité des chefs d'État de la sous-région sont mal élus et qui sont sous la voie de la France, Et là, vous la interpellez. France qui veut déstabiliser la Centrafrique pour des matières premières, aucun chef d'État de la sous-région ne peut jamais jouer, ce jeu-là. Il était donc obligé d'aller surfer avec les Russes et les Rwandais. Donc, moi, il me semble aussi que le peuple centrafricain doit prendre son destin. Mais s'ils sortent tous, les rebelles ne peuvent pas véritablement le prendre en otage. Ils doivent accompagner le président Akange Touadéra. Je crois que c'est un ange pour ce pays, pour qu'il puisse véritablement rétablir la paix. Et quand il va rétablir la paix, l'autre défi sera maintenant de mettre sur pied une armée centrafricaine compétitive. Parce que vous savez que le pays est sous embargo. On ne voit pas comment ils ne peuvent pas acheter des armes à l'extérieur, comment ils vont combattre les rebelles. Georges Sémé, c'est vrai que dans le développement de Amar Rodolphe Diallo, il interpelle notamment ces institutions qui ont été créées dans le sillage de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, notamment le COPAX ou encore le FOMAC, les forces de maintien de l'ordre d'Afrique centrale. Il y a COPAX, il y a FOMAC, mais de façon globale, il y a un défi qui est le défi sécuritaire en RCA et qui interpelle le deuxième mandat de Faustin Akange Touadéra. D'abord, je commencerai par dire que la situation en République centrafricaine interpelle directement le Cameroun parce que notre pays a des liens très forts, les liens historiques très forts avec la République centrafricaine. D'abord à travers les liens, la culture, les populations, parce que il y a Batouri au Cameroun. Mais il y a également Batouri en République centrafricaine. Au Cameroun, il y a une ethnie qu'on appelle les Baka. Il y en a aussi les Baka en République centrafricaine. Pareil pour les Bayadons. Il y a des liens historiques extrêmement forts entre le Cameroun et la République centrafricaine. Mais également des liens économiques. La République centrafricaine est un pays de l'Interland qui est dépourvu de façades maritimes et 95% de ses marchandises transitent par le port de Douala. Et on a vu l'impact négatif du blocus qui a été opéré par les rebelles sur d'abord l'économie camerounaise, mais également sur l'économie centrafricaine, parce que plus de 1000 camions étaient bloqués au niveau de la frontière à partir de Kenzo et Garaboulaye. Qui n'était plus arrosé par ces camions qui transportaient des vivres du côté de la RCA. Donc la situation en RCA interpelle fortement le Cameroun. C'est un pays qui a 622 000 km², 16 préfectures, avec à peine 3 millions d'habitants, mais extrêmement riche. Ils ont le diamant, un diamant alluvionnaire qui n'est pas très profond. Ils ont l'or, ils ont le mercure et des forêts immenses. Mais malheureusement et paradoxalement, ce pays a une population qui vit encore en dessous du seuil de la pauvreté, au moins à 90%. Donc, ça pose le problème de gouvernance. Et les autres panélistes ont relevé tout à l'heure la tradition de coup d'État depuis Barthélemy Boganda, Bokassa, David Dako, Kolimba, Patassé, etc., etc. Ils n'ont connu que des coups d'État jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, ils peuvent bien évidemment bénéficier de la richesse de leur sous-sol. Et ces coups d'État sont instrumentalisés par des puissances extérieures, dont la France, il faut le cacher, la France et le Tchad, qui ont toujours tiré les ficelles de l'insécurité au niveau de la RCA. On peut comprendre pourquoi tout à l'heure, dans le reportage de Serge Arnaud Outou, on a vu l'ambassadeur de Russie en RCA qui était très applaudi, fortement acclamé. On aurait pu, pendant son entrée. Voilà, on aurait pu y ajouter l'ambassadeur du Rwanda, parce que ce sont ces deux pays aujourd'hui qui supportent de façon substantielle la sécurité en République centrafricaine. N'eût été ces deux pays, je crois que Bozizé, qui a pris la tête aujourd'hui de la CPC, aurait renversé le président Touadéra. Et dans son discours, il a insisté sur l'aspect sécuritaire qui toujours n'est pas très rassurant. Après les accords de Khartoum qui ont été signés, je crois, il y a 3 ans avec 14 groupes rebelles, on pensait que le bout du tunnel en matière de sécurité a été atteint. Malheureusement, la CPC s'est formée. M. Bozizé est revenu en République centrafricaine. Il a repris la tête de la rébellion et on se retrouve encore dans la même situation qui a commencé depuis les années Barthélemy Boganda, c'est-à-dire l'insécurité. Avec l'apport de la Russie et du Rwanda et des autres forces sous-régionales, je crois que la situation sera inversée. Et la dernière nouvelle qui nous vient quand même, c'est que
en dehors de Bangui, qui était le bastion de gouvernance d'un président de la République, il y a d'autres préfectures qui sont en train d'être conquises par l'armée centrafricaine progressivement, avec l'apport, bien évidemment, de l'armée russe et de l'armée irlandaise. Dans ce nouveau mandat, se situe certainement dans la logique des espoirs. De la pacification. Des espoirs en matière de sécurité, mais des espoirs également en matière économique, parce que la République centrafricaine regorge, comme je disais, d'énormes potentialités qui ne bénéficient malheureusement pas à cette population qui n'est que de 3 millions d'habitants, mais qui continue de croupir dans une misère incroyable. Faustin Soudou, un mot sur la RCA. Le président Archange Faustin Touadéra, réélu pour un deuxième mandat, qui prête serment. Et puis, principal défi sécuritaire. On ne peut que souhaiter bonne chance à la Centrafrique et que le président essaie d'investir beaucoup dans l'éducation des populations, parce que l'une des causes de toutes ces rébellions aussi est le manque d'éducation, parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué est facilement instrumentalisé. Donc je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Pas grand chose, mais aussi attirer l'attention, comme le disait Amand Roland, le véritable problème de fond est que les chefs d'État de la sous-région qui pouvaient aider la Centrafrique ne sont pas aussi parfois souvent choisis par le peuple, d'où la difficulté même de mettre sur pied une synergie sous-régionale de défense, parce que ces mêmes chefs d'État vont aller en Centrafrique peut-être mettre la sécurité, alors que cette sécurité est bafouée par ceux-là qui les ont installés au pouvoir dans leur pays. Alors pour protéger leur part de pouvoir, ils sont obligés de rester tranquilles et de regarder la RSC accroupie. Et c'est ce que nous dénonçons dans l'élan panafricain, parce que d'une manière ou d'une autre, il n'y a que la solidarité africaine qui peut construire le développement. Non, en fait, il est difficile pour ces chefs d'État qui n'ont pas la légitimité d'aller travailler pour la légitimité des autres. La question de légitimité est très importante en matière de sécurité. On va s'arrêter là pour ce mardi. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Raphaël Ndougou, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Duval, merci de m'avoir invité. Merci Faustin Soudou d'être venu. Merci à vous, Georges Sémé, d'avoir accepté de venir. Tout le plaisir était pour moi. Merci Amand Rodolphe Diallo. Merci à toute l'équipe technique autour de Mitrandam. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir de ce mardi 30 mars 2021. Bonsoir chez vous.